À présent, nous passons au premier panel de ce webinaire qui portera sur les LLMs et l'éducation. Donc, ce panel est modéré par Ake, Monsieur Omari Alaoui Mohamed du CRMF, Monsieur L'Khdis Mohamed de l'Université Hassan Ier de Stats, qui vont débattre avec Monsieur ChatGPT, la nouvelle star de l'intelligence artificielle et ses applications. À vous, Madame Saïda, la parole. Merci, Madame Lamia, Monsieur le Président, chers collègues et chers invités panélistes, bien le bonjour. Nous sommes contents de vous accueillir dans ce premier webinaire d'une série programmée autour justement de l'IA, de ses applications et des défis. Donc, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Comme l'a précisé Monsieur le Président, à la MIA, nous nous engageons dans des réflexions autour de ces technologies de rupture, parce que nous sommes convaincus que des pays comme les nôtres, des régions comme les nôtres doivent démultiplier les initiatives pour devenir acteurs, participer, réfléchir et cartographier l'avenir et le futur. Il ne s'agit pas aujourd'hui, à l'aune des incertitudes et des appréhensions qu'amènent ces nouvelles technologies, de rester sans réagir. Et nous pensons que les espaces comme les espaces universitaires sont très appropriés pour justement initier ce genre de débat et produire du savoir à partir justement de ces confrontations des avis et des opinions. Donc, nous avons choisi les large language models pour inaugurer ces séries de réflexions parce qu'ils sont d'actualité et vous avez certainement tous pu suivre cette déferlation d'intérêt et d'écrits et de réflexions et de débats et de webinaires et de conférences autour notamment de la famille GPT et d'autres modèles du langage, grands modèles du langage. Et au point où maintenant, effectivement, la famille GPT, par exemple, sont devenues très populaires depuis un moment. Bien évidemment, comme vous le savez, ils existent depuis bien longtemps dans les laboratoires. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'ils sont devenus populaires, utilisés par des millions de personnes. Et ils ont fulminé, notamment GPT-4, donc ils ont fulminé le record des personnes qui l'utilisent. Il y a aussi, et vous le savez, d'autres familles comme les familles qui utilisent les processus linguistico-visuels comme Midjourney ou le San Benjamin DALL-E. Donc, tous posent des questions aujourd'hui d'ordre éthique et interrogent, par exemple, les Midjourney ou DALL-E interrogent en l'occurrence notre perception du monde et bousculent aussi la notion de vérité. Si je vous renvoie à la doudoune blanche du pape, quand on la regarde, on passe du surréel à l'hyper-réel, si vous voulez. L'expression n'est pas de moi, mais je la reprends parce que je la trouve considérablement représentante justement de ces défis et ces répercussions auxquelles nous faisons face. Donc, les deepfakes, les faux, les false questionnent éthiquement notre positionnement. Et nous devons prendre position, nous devons réfléchir d'abord
Et c'est pour cela que vous avons proposé le titre qui comprend une approche manichéenne qui est aversion et appréciation. Donc, ce que je vous demanderai en tant que panéliste, donc je vous donne la parole à tous à tour de rôle. Je vous demanderai de vous présenter, mais en même temps, dans cette présentation, nous dire vous êtes de quel côté déjà, d'emblée, du côté de l'aversion ou du côté de l'appréciation. Donc, je vais peut-être commencer par donner la parole à professeur Khedissi. Je vous demanderai de vous présenter brièvement et puis de nous dire de quel côté vous vous positionnez aujourd'hui. Marhaba, merci beaucoup. Awash Mabrouk à tout le monde. Ramadan Mubarak Saïd. J'espère que ce Ramadan nous apporte la sérénité, la foi et la persévérance dans un monde difficile, dans un monde qui change très rapidement, dans un monde qu'on appelle un monde VUCA, qui est caractérisé par la volatilité, l'incertitude, caractérisé par l'ambiguïté, par la complexité. Et justement, le sujet du jour que vous avez choisi, d'ailleurs, je vous félicite pour l'inauguration de la Maison de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est une excellente initiative et il faut que l'université soit toujours à l'avant, en fait, garde de toutes les innovations technologiques. Elle l'est déjà, mais je crois qu'on a toujours tous intérêt à faire en sorte que l'université soit vraiment le porte-flambeau des innovations technologiques. Et je crois qu'avec ces initiatives, on pourrait y arriver. Maintenant, la question, alors je vais très rapidement me présenter. Donc, je suis professeur universitaire à l'Université Hassan I de Stade, mais également par ailleurs, j'ai fait pas mal d'entrepreneuriat digital. Je fais également de l'investissement dans des startups technologiques et je fais du consulting à l'international avec des organismes comme la Banque mondiale, l'Union européenne, la BERD, la FAO. Et donc, le sujet m'intéresse au plus haut degré parce que j'ai travaillé dans l'intelligence artificielle depuis l'année 2000. J'ai travaillé sur l'optimisation d'algorithmes de machine learning. Et puis, depuis, j'ai travaillé également dans le monde professionnel sur des thématiques d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle existe depuis pratiquement 50 ans. Les algorithmes qu'on connaît aujourd'hui, pour une bonne partie, ils existent. Les modèles également, ils existent. Il y a eu bien sûr des innovations avec les transformers, par exemple, qui sont à la base de GPT, avec le deep learning, par exemple. Mais en gros, c'est une discipline qui existe depuis pas mal de temps et qui est basée bien sûr sur les mathématiques, sur les statistiques, sur des mécanismes de régression linéaire. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on arrive à ces avancées technologiques? Pour moi, en tout cas, c'est principalement le fait qu'on dispose de plus de données, qu'on dispose de plus de puissance de calcul. Alors moi, pour répondre très rapidement à votre question, je suis pour. Donc, je ne suis pas dans la version. Je crois en ces modèles, je crois en le développement de l'intelligence artificielle, sa position centrale, fondamentale, sa position même, je dirais, stratégique à l'échelle d'un pays. Aujourd'hui, la plupart des grands pays ont des stratégies d'intelligence artificielle dotées de milliards de dollars. C'est-à-dire tout simplement qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut disposer de plus de richesses, on peut disposer de plus de capacités de travail. Ça veut dire tout simplement que ça a un impact direct sur le PIB d'un pays. Et donc, clairement, je suis pour. Maintenant, bien entendu, il y a un bémol. Comment on peut l'utiliser de la meilleure manière, comment on peut tirer un maximum de profit de ces outils et comment éviter, réduire les risques et menaces qui sont inhérentes à ce genre d'outils. C'est ce qu'on va débattre justement sur le reste du webinaire. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette présentation. Alors, je demanderai à mon amie Maha Jouini de se présenter et de nous dire brièvement si elle est dans l'aversion ou dans l'appréciation. Bonjour Maha. Merci, bonsoir, Madame Saïd. Madame Ballouli, ça fait un grand plaisir de vous rencontrer encore une fois. Ma fierté, comme on dit en Tunisie, merci infiniment pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour l'intelligence artificielle. Vous êtes une fierté pour l'Afrique du Nord,
pour toute l'Afrique et pour nous en tant que femmes. Et je me vois en vous. Yatik Saha. Merci à l'université aussi Mohamed Ier de m'avoir invité. Je m'appelle Maha Jouini. Je travaille en tant que conseillère en transformation digitale en Mauritanie. Je viens de la Tunisie. Je suis tunisienne de nationalité, basée en Mauritanie pour plus que 2 ans. J'ai fait mes études en intelligence artificielle en Chine, à Tianjin Shefanda Shui. Et avant, j'ai travaillé pour l'Union africaine à Addis Abeba en tant que conseillère technique au sein de la commission de l'Union africaine. Ma vision, c'est toujours apprécier le développement de l'intelligence artificielle. En même temps, je suis à rebours parce que mon pays n'est pas encore prête pour ce développement. Et comme vous savez que la politique nationale de l'intelligence artificielle en Tunisie a tardé pour 5 ans, ça devrait être lancé en 2018, voire même 2017, mais vu les crises politiques et ce qui s'est passé dans mon pays, le lancement de la politique nationale de l'intelligence artificielle est tardé, d'autres projets est tardé, ainsi que d'autres lois pour le commerce en ligne est tardé. Donc, j'apprécie le webinaire et je dois insister que une approche pour l'intelligence artificielle, il faut aussi voir est-ce que nous avons le framework, l'État et les politiques nationales qui sont prêtes à adapter à ça, et est-ce que nous, en tant que des chercheurs et des académiciens, est-ce qu'on est assez, on a pu intervenir les autres composantes de la société, comme le secteur privé, comme les experts en juridique, ainsi que les entrepreneurs et les étudiants et tout. Donc, voilà. Merci, Majouini. Donc, je donne la parole à Monsieur Oumari Alaoui, donc, pour se présenter brièvement et nous donner aussi son positionnement. Votre micro, c'est Alaoui. Donc voilà, salam alaikum, Ramadan Mubarak Saïd. Je m'appelle Mohamed Oumari Alaoui, je suis docteur à la fois en psychologie clinique et en sciences économiques et gestion. Je suis agrégé et je travaille dans le Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation. Voilà, donc très intéressé par cette thématique puisque nous sommes dans le champ d'éducation un petit peu embarrassés par parfois l'absence d'une didactique d'usage des techniques d'information et de communication. Donc, ça nous intéresse beaucoup d'intégrer cette intelligence artificielle, mais de façon très didactisée, puisque voilà, il s'impose maintenant, c'est une réalité, voilà, comme philosophiquement est définie la réalité, tout ce qui ne change pas lorsqu'on cesse de l'observer. Donc, moi, je suis pour une prise de risque, mais une maîtrise de ce risque. C'est-à-dire, on va prendre le risque, c'est une réalité qui s'impose, mais on doit faire de la sorte à ce que ce risque ne soit pas désastreux. Autrement dit, voilà, il faut en tirer profit. Je me situerai, Madame Saïda, juste au milieu. C'est-à-dire, voilà, pour une prise de risque audacieuse, parfois périlleuse, mais tout en gardant un petit peu cet esprit éthique de l'usage de l'intelligence artificielle et de toujours céder une place prépondérante à l'humain. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je m'adresse maintenant à Monsieur Ndiaye Dia. Donc, je lui poserai la même question. Donc, je vous demanderai de vous présenter et de nous dire aussi de quel côté penche votre esprit et cœur aussi. Voilà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Saïda. Je vous remercie de m'avoir impliqué à cette très belle initiative qui vise à réunir des experts pour échanger sur une thématique fondamentale
qui fait aujourd'hui débat un peu partout dans le monde et qui fait évoluer nos sociétés. Donc, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Ndiaye Dia, je suis ingénieur en intelligence artificielle. Actuellement, je travaille autour de sujets sur le machine learning. Et par ailleurs, je suis le cofondateur de l'Institut des algorithmes du Sénégal, donc institut avec lequel nous avons organisé en décembre 2022 à Dakar un salon sur l'intelligence artificielle et les algorithmes. C'est d'ailleurs par cette occasion que j'ai rencontré Saïda. Je vous remercie encore une fois. Ensuite, pour venir sur la pertinence du sujet qui est choisi, donc comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est une thématique qui fait débat un peu partout dans le monde. La technologie évolue. Donc, nous ne sommes plus dans une démarche de révolution aujourd'hui, nous sommes dans une démarche d'évolution. Comme l'a dit Moussé Lartissi tout à l'heure, lors de son intervention, donc les modèles génératifs, ils existent depuis très longtemps, on en entend parler depuis très très longtemps. Donc aujourd'hui, les GPT-3, GPT-4 sont basés sur ces modèles génératifs-là. Donc nous sommes dans une démarche d'évolution et cette évolution-là, elle va continuer. Maintenant, il faut s'adapter. Et oui, sur la question qui nous est adressée, je suis pour l'utilisation de ces nouvelles technologies-là. Mais le mais va venir. Hein. Donc, il faut bien cadrer l'usage de ces technologies-là, surtout lorsqu'elles sont appliquées à l'éducation. On va y revenir tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir. Il faut bien définir le cadre, en démarrant, bien sûr, par le cadre éthique, bien sensibiliser ceux qui implémentent les algorithmes, en leur disant de prendre en compte le côté éthique, c'est très important. Et puis également, bien définir les use cases, les secteurs prioritaires dans lesquels appliquer les algorithmes, développer et déployer l'intelligence artificielle. Donc, encore une fois, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de bien détailler tous ces volets-là tout au long de ce panel. Merci, Ndiaye. Alors, la question maintenant est adressée à ma collègue, Madame Ilham El-Farissi. Donc, on vous écoute, vous présenter et nous dire aussi ce que vous pensez. Le micro, je pense. Ilham, il faut désactiver. Activer plutôt, pardon. On a perdu Ilham. Voilà, c'est bon. On vous entend. Salam alaikum tout le monde. Merci beaucoup, Madame Louali. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis Madame Ilham El-Farissi, professeure à l'ENSA d'Oujda. Alors, j'ai déjà enseigné l'intelligence artificielle à l'ENSA, particulièrement les réseaux de neurones. Je suis automatiquement pour l'utilisation de ces technologies dans, bien sûr, plusieurs domaines. D'ailleurs, mes recherches tournent autour de l'IA et de son utilisation, mais il faut noter que leur utilisation dépendra essentiellement des objectifs et des priorités des utilisateurs. Il est donc très important de développer des réglementations adéquates pour garantir que l'utilisation de ces modèles, de ces technologies d'une façon générale et particulièrement dans l'éducation qui est le thème de notre panel, soit éthique et efficace. Donc, c'est ce que je pense et merci, Madame. Merci à tous nos panélistes de s'être présentés. Donc, vous avez vu qu'on a un parterre très intéressant avec des profils variés, différents, mais je pense qu'ils vont être complémentaires pour enrichir la réflexion justement autour des grands modèles de langage confrontés à l'éducation. Donc, une thématique que nous avons choisi d'aborder ce soir. Et avant, je pense, d'aller plus loin, je demanderai peut-être à deux d'entre vous de nous dire qu'est-ce que c'est que pour eux les grands modèles du langage et qu'est-ce que c'est que l'éducation. Donc, faisons, si vous voulez, un petit détour terminologique, donc un détour conceptuel pour faire une mise à niveau et qu'on essaie tous de comprendre de quoi on est en train de parler. Et donc, je vais peut-être poser la question à la personne qui s'est présentée à la fin. Donc, je reviens vers
vers Ilham El Farisi. Donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, définir, mais brièvement, ce que c'est que les grands modèles du langage et ce que c'est que l'éducation pour vous? D'accord, madame. Donc, les grands modèles linguistiques sont des systèmes qui appartiennent bien sûr au deep learning, c'est-à-dire à l'apprentissage profond. Ils sont conçus pour tout d'abord, bien sûr, comprendre et assimiler le langage naturel et bien évidemment de produire de manière autonome ce langage naturel. Ces modèles utilisent différentes techniques telles que le NLP. Donc, le NLP, c'est le traitement automatique du langage naturel. C'est ce qui permet de manipuler le langage humain de manière naturelle. Aussi, la reconnaissance de motifs pour avoir la capacité de reconnaître, par exemple, les caractères manuscrits. La reconnaissance vocale pour interpréter également la parole humaine. Et bien évidemment, l'apprentissage profond pour apprendre à comprendre et à générer du langage naturel. Et là, il est important de noter que ces modèles ou ces technologies, ils apprennent à partir de données provenant d'Internet, généralement d'Internet. Donc, les LLM ou les grands modèles linguistiques sont utilisés pour une très grande variété de tâches liées au traitement du langage naturel, notamment la communication, la traduction, la réponse automatique, l'analyse des sentiments aussi, etc. Et on peut dire que ces modèles ont un impact considérable sur plusieurs domaines, à savoir l'industrie, l'informatique, la communication et bien sûr l'éducation qui est le thème de notre panel. Pourquoi? Parce que en fait, les LLM offrent une variété d'outils, d'une part pour l'enseignant et d'autre part pour l'apprenant. Donc pour l'enseignant, pour l'enseignant, les LLM peuvent aider l'enseignant à planifier par exemple les cours, à préparer des leçons et pour l'apprenant à fournir des exercices qui peuvent même être des exercices interactifs. Mais bien sûr, il faut noter que ces modèles peuvent aussi être exploités de façon illégale, notamment dans le cas du plagiat et de la tricherie aux examens, par exemple. Donc, en résumé, on peut dire que les grands modèles linguistiques ou bien les LLM sont des modèles exploités considérablement dans plusieurs domaines, y compris l'éducation, mais leur utilisation dépendra essentiellement des objectifs et des priorités de l'enseignant et de l'apprenant qui est bien sûr l'étudiant. Et merci, madame. Merci, Ilham. Et je reviens vers professeur Lakhdissi. Est-ce que vous avez un complément autour justement de ces définitions-là ou un complément d'information? Alors, en fait, je voulais, merci beaucoup, Saïda. En fait, je voulais quand même revenir à la question, parce qu'il y a la question sur la définition de ce que c'est qu'un LLM, et en fait, tout ce qui est génération de langage, et notamment toute la partie transformer, qui est aujourd'hui la technologie qui est au cœur de tout ça, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de GPT. Mais je voulais quand même aborder un sujet qui est aussi important, qui est en fait l'éducation. Pourquoi je veux en parler? Parce que c'est fondamental pour qu'on puisse justement voir l'impact de ces outils-là, de ces techniques-là, de l'intelligence artificielle sur le domaine éducatif. Alors déjà, je voudrais quand même faire la différenciation entre enseignement et éducation. Souvent, on parle de l'enseignement supérieur. L'éducation, c'est une étape qui vient avant, qui vient en cours de l'enseignement, qui vient après. L'éducation, c'est beaucoup plus le mindset, c'est beaucoup plus également les soft skills, c'est également la culture, c'est également les valeurs. Au-delà de l'apprentissage au sens du savoir. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que le rôle d'un éducateur n'est pas nécessairement le rôle d'un enseignant. Un enseignant souvent, et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, en fait, avec le paradigme d'éducation qu'on a aujourd'hui, l'enseignant, il est détenteur du savoir. Il est source et fournisseur du savoir par rapport à sa communauté d'étudiants. Alors que un éducateur n'est pas détenteur du savoir. C'est quelqu'un qui va transmettre, qui va insuffler un mindset, une façon de réfléchir, d'agir, de réagir, d'interagir, mais également c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'enseignement, en fait, dans l'apprentissage, de l'apprentissage,
dans l'apprentissage du désapprentissage. Ce n'est pas nécessairement un détenteur du savoir. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'au final, aujourd'hui, les LLM, ils sont en train de concurrencer, j'allais dire, cet acte de fourniture du savoir qui est un acte qui est fait par l'enseignant. Mais par rapport à la partie éducative, au contraire, ils peuvent être même plus dangereux et très dangereux par rapport à cela. Et donc, du coup, en fait, il faut vraiment faire cette différence. Je voulais également revenir à quelque chose qui, à mon sens, est important, c'est que le paradigme éducatif, le paradigme de l'éducation qu'on voit aujourd'hui, c'est un paradigme qui est né de la révolution industrielle. Quand on fait un peu une visualisation de l'histoire de l'éducation, on voit clairement que à partir de la révolution industrielle, il y a un changement de paradigme. Alors, le changement de paradigme, il contient un ensemble d'éléments. Le premier élément, c'est que l'éducation est devenue liée à l'emploi. Alors, il y a un deuxième panel sur l'emploi. Avant, l'éducation n'avait rien à voir avec l'emploi. En fait, la personne avait souvent un métier, il avait un travail, un job, et généralement, il faisait de l'éducation pour apprendre, pour comprendre, pour mieux cerner le monde, pour mieux s'ouvrir sur de nouvelles notions. À partir de la révolution industrielle, on a commencé à former des gens pour travailler dans les usines. Deuxième élément, dans la révolution industrielle, on a instauré les classes telles qu'on les connaît aujourd'hui, donc avec le même âge avant, الحلقات ديال العلم اللي كانوا في المساجد et même ailleurs, dans d'autres cieux et sous d'autres cultures, généralement, ça pouvait regrouper des gens qui avaient 55 ans et des gens qui avaient 10 ans. Et il n'y avait aucun mal à avoir ça. Parce qu'effectivement, l'objectif, ce n'est pas de trouver un emploi. Donc, on avait cette diversité, on avait cette transmission sociale. Et après, il n'y avait pas un seul programme. C'était un programme personnalisé. C'est-à-dire, en fait, les gens, مثلا اللي كانوا كيقراو في القراويين, par exemple, كيقدر يدخل يدخل واحد الحلقة ديال العلم, et en fait, il va choisir son programme selon ses prédilections, ses sujets de prédilection, et ainsi de suite. Et puis, il faut également noter que la notion d'évaluation, et donc les examens et tout ce qui s'ensuit, ce n'était pas quelque chose qui était commun avant. C'est vrai qu'il y avait l'IGZ, IGZ l'ELMIA, mais il n'y avait pas d'évaluation au sens moderne. Et l'évaluation, c'est un moyen justement pour tester le niveau, pour pouvoir avoir le même niveau de connaissances et de compétences pour aller travailler dans les usines. Donc en fait, ce paradigme-là qui est né en Prussie, après la guerre qu'elle a eue avec la France, et c'était pour former des militaires, a été repris aux États-Unis par quelques éducateurs qui ont en fait, construit le système éducatif et qui a par la suite été un peu diffusé de par le monde. Alors, c'est très, très important de comprendre qu'au final, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la résultante de la révolution industrielle. Aujourd'hui, on est devant une autre révolution, en fait, un changement majeur qui est le passage vers la 4e génération de la révolution industrielle ou vers la révolution numérique ou digitale. Et donc, du coup, certains paradigmes vont être cassés par rapport à l'éducation. Et ça, il faut l'accepter. Il ne faut pas se dire que là, en fait, on doit continuer à faire les choses telles qu'on les a fait, de la même manière, avec les mêmes classes, avec la même notion d'évaluation. Là, aujourd'hui, maintenant, la notion d'évaluation, avec des choses comme ChatGPT, un prof qui donne un travail à rendre, ben, il est sûr qu'à 80%, les étudiants vont utiliser un ChatGPT pour rédiger en fait, le rapport ou rédiger le travail à rendre. Et en fait, je crois qu'il faut changer de manière de réfléchir à l'enseignement, à l'éducation, pour pouvoir justement faire, en fait, avoir à bénéficier de ces outils plutôt que ça devienne un ennemi de l'acte d'éducation. Donc, en fait, juste pour résumer, donc, il y a l'éducation, il y a l'enseignement. L'éducation, c'est d'abord les valeurs, le mindset. Je crois que le rôle de l'enseignant n'est plus un rôle, le même rôle. Ce n'est pas un détenteur du savoir, ce n'est pas un fournisseur du savoir, ça va devenir un facilitateur du savoir. Je crois que de nouvelles méthodes pédagogiques doivent s'installer, notamment la classe inversée. Donc le rôle du prof, ce n'est pas de donner le cours, mais peut-être d'animer des séances d'ateliers et également de s'assurer que tout ce qui a été acquis en termes de connaissances est bien là, et donc il y a un même niveau. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va accompagner les étudiants, qui va accompagner les élèves pour qu'ils acquérissent du mindset, une culture et des valeurs qui sont importantes pour qu'ils puissent avancer dans l'éducation. Je termine sur cette citation d'Edgar Morin qui dit qu'en fait, le plus important, ce n'est pas d'apprendre, mais c'est d'apprendre à apprendre, surtout dans notre monde aujourd'hui, d'apprendre à désapprendre et d'apprendre à réapprendre. Voilà. Merci, chers collègues, pour ces précisions. Donc, je retiens en fait que
ce sont les postures qui doivent changer et que l'on soit éducateur au sens large ou enseignant face à des étudiants. Aujourd'hui, il faut adapter ces postures. Et nous avions programmé, comme vous l'avez vu avec vous, des panélistes qui sont en fait des modèles, de grands modèles de langage, ChatGPT et tout à l'heure un autre modèle. Et on l'a fait dans le sens de la provocation. Et personnellement, à titre personnel, je m'attendais à ce qu'un des panélistes dise « j'ai pas envie de débattre avec ChatGPT ». Mais voilà, c'est complètement synchrone avec… c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai posé la question de l'aversion et de l'appréciation. Donc, c'est complètement en symbiose avec vos positionnements. Donc, ça ne vous a pas choqué et vous avez tout de suite accepté de débattre avec ce modèle de langage que je vais peut-être tout de suite aussi intégrer dans le panel et lui demander ce qu'il pense de cette première question que nous avons posée. Donc, ça nous permettra de voir ce que ChatGPT pense justement de ce que c'est que l'éducation et de ce que c'est qu'un grand modèle de langage. Donc, je vous propose d'écouter sa réponse. Les grands modèles de langage, LLMS, sont des algorithmes d'apprentissage automatique capables de comprendre et de générer du langage naturel de manière similaire à celle des humains. Ils ont un grand potentiel dans le domaine de l'éducation, en permettant une personnalisation accrue de l'apprentissage, une automatisation des tâches administratives et une amélioration de la communication entre les étudiants et les enseignants. Cependant, leur utilisation soulève également des préoccupations quant à la confidentialité des données et à l'impact sur les compétences humaines telles que la pensée critique et la créativité. C'est bon? Très bien, donc on vient d'écouter l'intervention de notre panéliste IA. Et donc, justement cette mise en scène dans laquelle nous sommes et que nous avons créée avec une intelligence artificielle, est-ce que vous pensez justement, je parlais tout à l'heure de posture en rebondissant sur ce que disait mon collègue d'ici, est-ce que vous pensez justement que ces modèles-là provoqueraient un changement sociétal d'envergure, justement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les postures doivent changer, la philosophie justement de l'éducation dans sa globalité doit être revue. Est-ce que c'est un bouleversement? Est-ce que c'est un changement bénéfique? Comment vous imaginez le futur? Et je demanderai une intervention d'Ndia Yedia. Donc, si vous voulez bien nous dire votre avis là-dessus. Oui, merci encore, Saïda, pour cette question. Donc, comme dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dans une démarche d'évolution. Ce qu'on appelle les STI, les systèmes de tutorat intelligents, on en entend parler depuis les années 70, donc ils existent depuis les années 70. Et voilà, ils ont toujours été appliqués aux systèmes éducatifs, notamment en Asie, dans certains pays asiatiques. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une logique éducative qui place l'apprenant au centre. Donc, celui ou celle qui apprend doit être au centre de l'apprentissage. Il n'est plus question seulement de transmettre du savoir, mais il est aussi important de transmettre du savoir-être.
Donc ça, c'est important. Et je pense que c'est tout ce qui fait le sens du débat d'aujourd'hui, hein, autour de la thématique que vous avez choisie. Donc autour aussi des défis sociétaux sur l'usage de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Maintenant, d'un autre côté, hein, on peut trouver deux scénarios. L'un des scénarios, c'est l'IA pensée pour être une aide aux professeurs. Donc, on entend parler depuis très longtemps les learning analytics qui permettent aux professeurs d'adapter le niveau des élèves, de proposer également aux élèves un cursus adapté à leur niveau, à leur vitesse d'apprentissage. Donc ça, je pense que voilà, il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles qui l'utilisent aujourd'hui. Et c'est bien sûr des systèmes basés sur les algorithmes, basés sur l'intelligence artificielle qui sont utilisés pour faire cette adaptation-là. Ensuite, dans un deuxième niveau, c'est l'IA pensée et qui aurait tendance à remplacer le professeur. Tout à l'heure, l'un des panélistes l'a souligné. Donc, si un professeur aujourd'hui donne un devoir à un étudiant ou à un élève, ce dernier-là a tendance à aller sur ChatGPT pour avoir des réponses et fournir un rapport derrière. Donc ça pourrait avoir tendance à remplacer le professeur. Mais ce qui est important, c'est de garder toujours l'être humain, que ce soit côté apprenant ou côté professeur, au début, au centre et à la fin. Comme je l'ai dit tout le temps, nous, en tant que développeurs de l'intelligence artificielle, développeurs des algorithmes, donc nous sommes là pour développer des systèmes, les déployer pour que ces derniers-là puissent être accessibles à tout un chacun, mais l'être humain restera toujours au centre. L'être humain prendra toujours les dessus. Donc, l'intelligence artificielle, c'est les algorithmes qui tournent derrière, et par définition, un algorithme, c'est une suite logique d'instructions. Donc, celui qui le développe, il va dire à l'algorithme de faire telle tâche, l'algorithme va le faire. S'il dit à l'algorithme de ne pas faire telle tâche, l'algorithme ne va pas le faire. Donc, l'être humain sera toujours au début, au centre et à la fin. Maintenant, tout à l'heure, comme on l'a dit, hein, je pense qu'il y a beaucoup de défis sociétaux auxquels il faudrait prendre en compte. D'abord, le volet éthique. Donc, il faut bien définir le cadre éthique. Je pense que l'Europe, les sociétés occidentales l'ont très bien comprise. Parce que les États-Unis ont pris le départ depuis les années 50, depuis très longtemps. Et du coup, si on prend l'Afrique et l'Europe, ces deux continents-là ont eu un peu de retard. Maintenant, l'Europe, pour se rattraper un peu, ce qu'elle a fait, c'est de définir une réglementation très claire pour cadrer le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle sur ces territoires. Et je pense que côté Afrique également, on devrait démarrer sur une telle démarche. Mais ça, pour le faire, comme l'un de mes copanélistes l'a souligné tout à l'heure, il faudrait définir également des stratégies d'intelligence artificielle très claires. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de pays qui le font. Récemment, j'ai suivi le Bénin qui a amorcé une telle démarche et j'ai lu récemment également un rapport qui revenait un peu sur le classement des pays africains, sur leur niveau d'être bien préparés ou pas sur l'adoption d'une stratégie en intelligence artificielle. Donc, définir cette stratégie-là serait quelque chose de très important pour permettre aux pays africains de tirer profit de cette quatrième révolution industrielle qui est en train d'être conduite par l'intelligence artificielle et la donnée. Donc ça, c'est le volet éthique. Ensuite, il y a aussi, bien sûr, le volet use case. Aujourd'hui, le use case que nous avons choisi et autour duquel nous sommes en train de débattre, c'est bien sûr l'éducation. Mais à l'intérieur de l'éducation, il y a des sous-use cases. Comment faudrait-il appliquer l'intelligence artificielle en éducation? Est-ce que ce serait orienté plutôt proposition de cursus adapté vis-à-vis du niveau de l'étudiant ou de l'apprenant? Ou bien est-ce que ce serait un robot qu'on va placer devant l'amphithéâtre et qui va interagir avec les étudiants, comme ça le professeur même, il pourra rester chez lui, donner des instructions au robot et ce dernier-là va tout simplement faire le cours pour les étudiants qui sont présents en classe. Donc, je pense que aussi définir ces volets-là serait très important pour les pays africains pour tirer profit de cette quatrième révolution industrielle. Ensuite, le dernier, c'est que je pense que les professeurs en ont leur part à jouer. Donc, les professeurs d'une manière spécifique, mais également les universités et les institutions de formation d'une manière plus large. S'ils ne le font pas, s'ils ne prennent pas le leadership, ce sont les géants d'Internet qui vont prendre les devants et vont proposer tout type de modèle, tout type de solution aux apprenants. Et là, on aura tendance à dire que le métier d'enseignant va disparaître, les universités également vont disparaître. Même si moi, je ne suis pas pour cette thèse, je suis profondément convaincu que l'être humain restera toujours au centre de l'usage de ces nouvelles technologies. Donc, les professeurs devront prendre les devants de l'usage de ces technologies-là et ne pas faire peur également aux placés devant l'amphithéâtre.
Est-ce que vous me recevez? Là. Et ne pas faire peur également aux pauvres qu'on va placer devant la FR. Est-ce que vous me recevez? Là. Et ne pas faire peur également aux pauvres qu'on va placer devant la FR. Est-ce que vous me recevez? Là. Et ne pas faire peur également aux pauvres qu'on va placer devant la FR. Oui, je pense qu'il y avait un écho. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui, oui, oui. Voilà, Allez-y. donc là où vous en étiez, c'est sur le volet sensibilisation. Donc, il est très important de sensibiliser les gens, sensibiliser les élèves et les étudiants pour leur dire que voici la technologie, elle évolue, elle avance très rapidement, donc il faudra en faire bon usage. Il ne faut pas en avoir peur, il faut en profiter pour en gagner le maximum possible. Voilà, c'est ce que vous avez à dire sur cette question-là. Merci. Merci, Ndiaye. Alors, je pense que Maha a levé la main. Oui, oui, merci infiniment. Merci, Monsieur Diaye, pour votre intervention. Je vais juste ajouter un commentaire, ce que les pays de l'Afrique du Sud ont lancé Windhoek Proclamation of Artificial Intelligence. La proclamation de Windhoek pour l'IA a été lancée le 9 septembre 2022, c'était l'année passée. C'était une proclamation pour l'usage éthique et responsable de l'intelligence artificielle dont ils ont lancé le programme et l'action d'implémenter le statement de Windhoek. Il y a le côté formation, data governance, le involvement de leaders, des parlementaires et de les éduquer sur l'intelligence artificielle et les politiques de l'intelligence artificielle. Donc, en ce qui concerne les éthiques de l'IA, il y a un mouvement panafricain pour un usage responsable de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, Madame Saïda, elle était notre invitée lors d'un séminaire pour parler de AI Ethics and Women, les éthiques de l'intelligence artificielle et les femmes, et comment nous, femmes africaines, on regarde et on considère les data science et l'intelligence artificielle, parce que nous sommes, je ne veux pas dire, je ne veux pas utiliser le mot victime, quand même, nous sommes des femmes expertes, mais les algorithmes sont, il y a beaucoup de stéréotypes et de biais contre les femmes et les minorités et contre les Africains. Ça surcoté sur l'IA, donc, et j'ajoute que la proclamation de Windhoek est bien soutenue par tous les États africains, et j'ai confiance que à court terme, nous allons avoir notre propre guide éthique pour l'intelligence artificielle qui respecte la souveraineté nationale, qui respecte les cultures africaines et qui vraiment fait de l'intelligence artificielle au profit des Africains. Ça, c'est mon premier commentaire. Mon deuxième commentaire pour ChatGPT, je dois quand même revenir à ce que Noam Chomsky avait dit sur ChatGPT. Il était clair, le grand philosophe américain, il a dit que ChatGPT marvels of machine learning, but also the banality of evil rebooted. Si on le traduit en français, il a dit ces merveilles de l'apprentissage automatique, mais aussi la banalité du mal redémarré. Donc, d'après Chomsky, le ChatGPT va renforcer la banalité humaine et va faire des étudiants et des chercheurs de l'information, des gens qui vont répéter ce qu'ils vont apprendre, et ChatGPT va tuer, d'après lui, l'intelligence humaine. Et il y a d'autres philosophes qui l'ont considéré ChatGPT, it's a high tech of plagiarism. C'est un haut niveau de plagiarisme. Donc, si je me réfère aux philosophes et aux sociologues, ceux qui prévoient le futur, ils ont des idées négatives et un regard négatif sur ChatGPT. Et moi, j'ai fait mes études en Chine. Je me rappelle, dans l'intelligence artificielle, les profs, mon encadreur m'a imposé que j'utilise MATLAB et langage C++. Alors nous, mais pourquoi on ne passe pas à Python? Parce qu'il était sûr qu'on va plagier les codes de l'Internet. Donc, c'était pour ça, on nous a imposé à étudier les langages de
des niveaux primaires. Donc, voilà, il ne faut pas faire comme les Chinois, il ne faut pas nous fatiguer, mais il faut vraiment trouver d'autres solutions et modèles plus interactifs au niveau de l'éducation. Et merci. OK. Merci, Mahad, d'avoir soulevé des points justement qui sont importants et de focaliser aussi sur la posture justement de l'apprenant. Aujourd'hui, des rapports comme le rapport de McKinsey parlent de 52 compétences ou ce qu'il appelle soft skills qui devraient accompagner les technologies liées à l'intelligence artificielle. Donc, ces skills-là sont placés dans des catégories cognitives interpersonnelles et digitales. Donc, justement, c'est la question que je posais tout à l'heure sur la posture qu'on doit imaginer, la posture qu'on aura dorénavant, justement pour faire un mixte et un équilibre qui me semble, en tout cas personnellement, étant pendulaire entre justement l'usage de ces outils-là et je l'ai signalé tout à l'heure parce que c'est quand même, et Maha vient de le souligner aussi sur cette frontière-là entre qu'est-ce qui est plagiat, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, la posture de l'apprenant, et tout à l'heure, peut-être que je vous poserai, si on a le temps, une question sur l'évaluation. Donc, j'aimerais bien, et aussi par la nature de son métier, que professeur Amari Alaoui nous éclaire sur cette question-là précise de la posture de l'apprenant et de quels sont peut-être dans ces skills dont on parle désormais, qui sont intégrés dans les perspectives de l'apprentissage dans les années à venir. Et comment est-ce qu'on pourrait imaginer le futur justement de l'apprenant, s'il vous plaît? Oui, je voudrais d'abord revenir sur la réponse de Monsieur ChatGPT, parce qu'il y a un monsieur, une demoiselle après, on est en train d'homomorphiser, à risque même de déshumaniser. Voilà, c'est monsieur ChatGPT, et je dirais qu'il n'a pas tort, mais il n'a pas tout dit dans sa réponse. Il n'a pas tort, mais il n'a pas tout dit. Pourquoi? Parce qu'il reste un côté humain qui est le côté interactif, et nos corps aussi parlent. Vous savez, il y a le body language maintenant qui est totalement mis à terre, puisqu'il y a la machine qui fonctionne, il n'y a plus l'homme, on émet des émotions. Hein. Et à propos de l'éducation, il y a déjà un handicap maintenant. On est en train d'emprunter des pratiques sociales existantes pour générer, justement, pour projeter cette formation vers l'avenir. Alors, le risque, c'est de freiner. Déjà, l'école souffre de ne pas pouvoir avoir cette projection dans le futur que deviendra le Maroc en 2050 pour préparer les citoyens marocains et autres de 2050. Personne n'avait projeté qu'il existera ChatGPT, l'intelligence artificielle en ce moment. Et donc, personne n'a subi une formation avant. L'éducation pour nous autres éducateurs, je dirais même plus que M. Edgar Morin, je dirais maintenant c'est apprendre à entreprendre. C'était apprendre, mais aussi apprendre à entreprendre. Parce qu'il y a l'autonomie qui prend toute son ampleur et l'éducation, le plus simplement possible, parce que c'est un concept qui est très, très large, qui est très, très aussi géographiquement circonscrit. L'éducation, pour nous, c'est faire ici et maintenant pour demain et ailleurs. Alors, pour la distinguer de l'enseignement se base sur l'information. Moi, personnellement, je vois que l'avènement de ChatGPT et de l'intelligence artificielle touche en profondeur le mode de consommation de l'information. Cette information, maintenant, vous savez, il y a une avancée très remarquable qui justifie justement
la neuroscience, la neuroéducation, on commence à comprendre comment le cerveau humain fonctionne réellement grâce à l'IMF, l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, et on commence à un petit peu réviser nos conceptions antérieures sur le fonctionnement du cerveau. D'ailleurs, je crois que ChatGPT, dans la réponse, si vous revenez, Madame Saïda, il a bien utilisé le mot similaire à l'humain, et cette similarité qui m'interpelle personnellement. C'est-à-dire, il le reconnaît, ChatGPT lui-même, dans sa réponse, il reconnaît que c'est similaire et ce n'est pas de l'humain. C'est près de l'humain, mais ce n'est pas de l'humain. Et voilà. Donc, le risque, je crois, pour vous répondre, Madame Saïda, il y a un risque, comme j'ai dit au départ, à prendre, un risque, mais il ne faut plus se baser sur une transmission de la connaissance. La connaissance doit se transformer en savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-devenir, qui vont eux-mêmes se transformer en des compétences qui se manifesteront tout simplement par des performances langagières, des compétences discursives, etc. etc. Donc l'éducation, on n'enseigne jamais ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, mais on enseigne aussi ce qu'on est. Et c'est ça le côté un petit peu noir ChatGPT n'enseignera jamais ce qu'il est parce qu'il ne connaît pas ce que ça veut dire l'émotion. Socrate disait, je ne peux rien leur enseigner, il ne m'aime pas. Ça veut dire que l'amour déjà, faire confiance à l'enseignant, c'est une condition sine qua non à tout apprentissage. Et l'éducation passe par l'humain, n'ayez pas peur. Le devenir de l'information que donne ChatGPT, c'est là où se situe le vrai atout de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas l'exploitation de l'information, mais c'est la transformation de cette information. Lorsque je recueille d'ici, de là, des valeurs, des principes dans des matières toutes confondues, c'est à moi, élève, on a parlé tout à l'heure que l'élève, l'humain, il est au centre de l'acte d'enseignement-apprentissage, c'est sur cette transformation que tout se discute. Donc, le ChatGPT restera un assistant à part entière pour l'éducateur et pour l'éducation, mais elle est entièrement à part. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, effectivement, l'apprentissage est une expérience, et c'est une expérience qui est humaine. Et effectivement, elle mobilise un certain nombre de compétences et surtout, il y a le contenu, mais il y a aussi le relationnel. Donc, c'est un contenu et c'est une relation. Et donc, la nature de la relation jusqu'à présent, justement, il y a beaucoup qu'on transmet au travers de la relation plus qu'au travers du contenu. Et donc, justement, c'est cette philosophie-là qui devrait justement être confrontée à ce que pourrait offrir un grand modèle de langage, aussi performant soit-il. Est-ce que justement on serait dans la même logique relationnelle? Et donc ça m'amène à une question, justement, tout ce que vous venez de dire. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait revoir nos systèmes éducatifs pour intégrer ce genre d'outils, ou est-ce qu'on devrait trouver des moyens de s'adapter ou de les adapter à nos pratiques? Quand je dis pratique, bien évidemment, il y a l'enseignant, mais il y a l'éducation, c'est aussi la famille, c'est aussi la société, etc. Donc, à quel niveau de réflexion on doit se poser, poser justement cette interpellation de ces modèles-là? Et aussi une question parce que je pense que je suis en train de déborder sur le second panel. Donc, je vous poserai en même temps peut-être la question des considérations éthiques. Donc, pour que justement ces usages-là soient inclusifs, responsables, et que l'homme, depuis tout à l'heure, vous le disiez, il faut que l'homme reste au centre. Et quelles sont les
dispositions qui vous semblent urgentes à prendre pour que justement l'homme soit et reste au centre. Je vais peut-être demander à ChatGPT de répondre à la question de est-ce qu'on doit adapter notre système éducatif ou alors le revoir. Donc, je pense que la réponse, elle est brève. On ne va pas trop s'attarder dessus. Donc, L'arrivée de l'IA générative telle que GPT-4 nécessite une adaptation de notre système éducatif plutôt qu'une révision complète. Les LLMS peuvent offrir des avantages significatifs dans le domaine de l'éducation, mais nous devons être conscients des défis potentiels qu'ils posent, notamment en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données des apprenants, ainsi que l'impact sur les compétences humaines. Par conséquent, notre système éducatif doit s'adapter pour tirer parti des avantages de l'IA, tout en minimisant les risques potentiels et en veillant à ce que l'apprentissage reste centré sur l'élève et axé sur le développement holistique de l'apprenant. merci. Donc, qu'est-ce que vous pensez de sa proposition axée sur l'apprentissage holistique de l'apprenant? Qui a envie d'intervenir sans que je nomme? C'est Alaoui, oui. Oui, moi, en lisant la réponse de Monsieur ChatGPT, je me suis posé la question à moi-même, doit-on lui faire confiance? Parce qu'il va parler de soi-même, hein, de lui, il va parler de... Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire mentir, d'abord, c'est ce qu'il prétend. Hein. Il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire mentir. Il n'y a pas de positionnement aussi sentimental, il ne sait pas ce que ça veut dire les sentiments. Et il ne fait que, parfois il vous dit, je suis un simple programme, je suis un simple algorithme, je suis un simple générateur etc. Alors, est-ce qu'il y a une dérive? C'est que lorsqu'on utilise l'information apportée par ChatGPT et on a une culture chez nous, tout le Maghreb arabe, une culture auditive, on a tendance à croire que c'est une information standard. C'est-à-dire, on standardise l'information, il n'y a pas autre chose. C'est ce que dit ChatGPT, le tout-puissant. Alors ça, c'est une dérive. Parce qu'il y a toujours des choses à rajouter. Le ChatGPT ne fait que synthétiser à la manière que fait l'homme. Il nous donne une proposition, un avis sur une question qu'on lui pose, qui est très, très attachée au prompt qu'on lui pose, à la requête qu'on lui pose, parce que comment il fonctionne, c'est qu'il tire profit des mots-clés qu'on lui présente dans le prompt. Et moi, j'ai toujours pensé maintenant à didactiser le prompt déjà, pour tirer profit, parce que nous autres éducateurs et pédagogues, nous disons toujours, il faut toujours aller vers le simple au complexe. Maintenant, il y a même le mot simplicité qui s'impose, c'est du simple au complexe. Il y a le mot holistique qu'il évoque lui-même, c'est cette vue d'ensemble de l'être humain, et il reconnaît à l'intérieur de sa réponse qu'il y a l'émotionnel qu'il ne peut pas contrôler. Donc, il reconnaît ça déjà au moins. Et je dirais, il est temps maintenant de penser, de pousser la recherche, dans les labos de recherche, sur comment tirer profit au maximum de ChatGPT sans pour autant dénaturer l'information, sans pour autant désinformer l'apprenant, parce qu'on risque de désinformer aussi, et sans pour autant, je dirais même, j'oserais dire même, acculturer l'apprenant. Il y a ici une tendance d'enculturation. Heureusement que, je pense, les informations s'arrêtent à 2021. Il n'est pas autorisé à lancer des blagues sur des personnalités de renommée. Personnellement, je lui ai demandé « Tell me joke about Muhammad alayhi salatu salam ». Il m'a répondu que ce n'est pas autorisé de faire ça. C'est déjà pas mal sur le plan éthique. On ne touche pas les personnalités, les symboles Et du coup, est-ce que l'information, moi je pose la question, est-ce que l'information s'arrête à 2021? La neuroscience, j'ai lu des articles tout neufs qui datent de 2022-2023. Cette possibilité d'apprendre en profondeur, deep learning, c'est-à-dire par lui-même, franchement, je ne vous cache pas. Je me dis jusqu'à quelle limite? Jusqu'à quelle limite?
on peut se faire effacer facilement par eux. Voilà. Merci, chers collègues. Alors, peut-être juste pour signaler que les réponses de ChatGPT ont été résumées par les collègues, non, par lui-même, pardon. On lui a demandé de résumer, donc, parce que ses réponses étaient très développées. Donc, dans un second lieu, on lui a demandé de les réduire. On lui fait confiance encore une fois. Oui. Non, on l'utilise, mais la confiance, c'est une autre. On a confiance dans l'usage, mais pas dans les résultats de l'usage qu'on en a fait. Ça, c'est aujourd'hui le débat qu'on a. Est-ce que justement, on est du côté de la version ou de l'appréciation? Mais ça, c'est autre chose. Donc, peut-être qu'on fera un autre. Dans une année pour dire on a utilisé ChatGPT ou GPT-4 ou la prochaine version 5 qui va venir. Et il y a mon collègue, le modérateur du panel suivant qui m'interpelle pour que mais juste peut-être donner la question parce que dans la plupart des réponses que vous avez données, donc on est dans la logique de ne pas interdire comme l'a fait l'Italie, donc d'essayer d'adapter l'outil, de l'intégrer à nos pratiques et dans nos sociétés. Mais dans ce cas-là, il y a effectivement des balises et des régulations nécessaires, notamment éthiques. Donc, vous le savez, donc on peut réguler en attendant par l'habilitation, en attendant la contrainte, les lois et le juridique. Alors, très brièvement, parce qu'il faut qu'on donne la main, très brièvement, s'il vous plaît, en 2-3 mots, qu'est-ce qui vous semble très important à mettre en place du point de vue éthique pour que justement on trouve un équilibre entre l'éducation et les grands modèles du langage. Alors, très rapidement de mon côté pour intervenir en quelques secondes, très rapidement. Donc, je le vois sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment un niveau sociétal plus large. Donc, sensibiliser les populations, sensibiliser les personnes sur l'existence de ces nouvelles technologies-là, sur comment on les utilise et surtout sur le volet données personnelles. Voilà, parce que si on prend ChatGPT, il consomme tout type de données qui lui est fourni et il a tendance à stocker ça dans une base de données très large à laquelle il peut requêter dans l'avenir, etc. Donc ça, c'est vraiment le volet sensibilisation pour toute la société. Ensuite, le deuxième volet, c'est l'éducation. Toujours, hein, ça va revenir. Je pense encore une fois qu'il est très important que les enseignants des universités prennent les devants sur ces nouvelles technologies-là. Essayez de les adapter. Essayez également d'adapter les programmes d'éducation en fonction de cette nouvelle évolution technologique. Et le dernier volet, c'est bien sûr le volet éthique. Et dans ce volet-là, il y a 3 sous-volets. Donc, le premier, ce sont les biais sur les modèles d'intelligence artificielle qui sont développés. Donc, je pense que aussi ça, c'est très important de le prendre en compte. Il y a le biais sur le genre, bien sûr. Il y a le biais sur l'ethnie. Il y a le biais sur la langue. Donc, toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Et aujourd'hui, hein, j'ai eu un échange avec un ami sur ChatGPT, bien sûr. Donc, ce qu'il m'a dit, lui, c'est que tous ces modèles de langue-là sont en général développés en langue anglaise. Et du coup, nous, en Afrique, dans nos dialectes, nos langues nationales, il serait très difficile de converser avec ChatGPT. Par exemple, si je prends l'exemple du Sénégal, la langue la plus parlée, c'est la langue Wolof. Donc, il serait quasi impossible aujourd'hui d'échanger avec ChatGPT en langue Wolof. Donc, ça, c'est un contexte local et ça peut créer un biais en termes de langue si on se place sur cette langue Wolof-là. Ensuite, le deuxième volet, c'est la réglementation. Donc, définir bien la réglementation pour encadrer l'usage de ces nouvelles technologies-là tout au long de nos territoires nationaux. Et le dernier, c'est que les institutions gouvernementales doivent prendre le leadership sur la définition de la réglementation, du volet éthique, des use cases. Et la définition des use cases, encore une fois, c'est très important. Ce sont les secteurs prioritaires dans lesquels développer et déployer massivement l'intelligence artificielle. Il y a des pays qui le font. Moi, je rêve que le Sénégal, en tout cas, entame cette démarche-là. Très prochainement, peut-être le Maroc pourra lui fournir une motivation pour qu'enfin qu'il puisse l'amorcer. Donc, c'est ce que vous avez ajouté sur ça, Saïda. Encore une fois, j'étais très ravi d'avoir eu l'occasion de participer à ce panel. Merci encore. Merci beaucoup, Ndiaye.
qui a envie d'intervenir sur cette question-là? Alors, très brièvement, mon cher collègue Alaoui. Alors, sur le plan docimologique, évaluation, il y a vraiment une révolution parce que maintenant, l'université doit être très consciente que le livrable ne justifie en rien la compétence du thésard ou du chercheur, de l'étudiant-chercheur. Plus maintenant, je crois, c'est comme l'histoire du dopage dans le sport. Il y a toujours quelqu'un qui fait des efforts pour trouver des matières dopantes et des laboratoires qui font des efforts pour trouver le. Alors, jusqu'à où on va, je ne sais pas. Il faut repenser maintenant, je crois, repenser les modalités de soutenance, les modalités aussi d'évaluation, penser vers une évaluation intégrée au processus d'apprentissage plutôt que des évaluations sommatives en fin de cycle de formation et qui se basent uniquement sur des rapports écrits. C'est la compétence maintenant discursive, argumentative, langagière du candidat qui doit prendre le dessus, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir été bref. Alors, je vais donner la parole à professeur Al-Khdissi, ensuite à Maha Jouini et à Ilham Ferrissi. Donc, juste sur les aspects éthiques et puis un mot pour nous dire au revoir et à une prochaine fois. Très bien, Très merci. brièvement. Alors, en fait, sur l'aspect éthique, je crois qu'il faut toujours penser à une réglementation a posteriori et non pas une réglementation a priori. Il faut déjà développer et utiliser, et après, on peut réglementer. Ça, déjà, d'une part. D'autre part, je crois qu'il faut diffuser le savoir sur ce que c'est que ChatGPT, mais également les risques que ça contient, donc le biais, l'hallucination, la non-explainability, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne et derrière, comment ça donne des résultats. Tous les résultats ne sont pas vrais et il faut que tout le monde soit conscient de ça. Troisième élément, je crois qu'il faut faire évoluer nos pratiques en termes d'éducation. Je crois qu'un prof, il peut bien bénéficier de beaucoup d'outils, ChatGPT ou en général les LLM et même les autres outils qui permettent en fait de générer d'autres formats, parce que bon, LLM, c'est également la partie multimodale et non pas uniquement la partie langage. Je crois que c'est des choses qui permettent d'améliorer le contenu, les supports de cours. Et donc, c'est important de faire ça. Et puis, au final, il faut qu'au niveau des étudiants, qu'on puisse avoir cette prise de conscience de comment utiliser à bon escient, de manière intelligente, de manière intéressante, de manière à améliorer leur productivité et non pas pour faire, pour faire du plagiat. Donc, pour terminer, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de belles perspectives. Il y a une grande prise de conscience au Maroc par rapport à ce sujet et je crois qu'il faut aller de l'avant pour pouvoir, Inch'Allah, faire de ces outils-là un atout pour le Maroc, pour l'Afrique, pour nos pays, pour aller de l'avant dans le chemin de l'évolution et du progrès. Merci beaucoup, chers collègues. Madame Maha Jouini, est-ce que vous avez un mot à dire? Merci encore une fois pour tous mes collègues, les intervenants, les experts en intelligence artificielle. Il faut renforcer le débat sur the responsible use of AI, l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle et comment on doit respecter l'être humain, l'identité et comment on peut utiliser l'intelligence artificielle comme un levier de développement humain ainsi qu'un levier pour le développement du pays et de tous les continents, surtout les pays de Sud. Et aussi, il faut encore débattre les mauvais, je ne veux pas dire mauvais impact de l'intelligence artificielle, mais il y a un débat au Nigeria et ainsi qu'en Inde, il y a une peur en Afrique subsaharienne que l'évolution de l'IA peut renforcer un nouveau posture et image de colonisation, ce qu'on appelle la colonisation de l'intelligence artificielle. Et moi, en tant que Tunisienne, avec ce qui se passe dans mon pays, j'ai peur qu'on sort d'une colonisation normale, qu'on est déjà habitué à une colonisation digitale, notamment qu'en Tunisie, si on veut payer une solution, il faut que ce soit de la France. On n'a pas de choix qu'on paye de ci et de là. Non,
ça fait vraiment peur pour moi. Et encore, avec l'évolution de ChatGPT et ce qui se passe, et encore, j'ai peur de mon avenir parce que, comme j'ai dit, je travaille conseillère en transformation digitale, mais tous les marchés passent aux experts tout bas, pas à nous. Parce que le fait qu'ils venons des pays, qui c'est eux qui produisent la technologie, c'est pas nous. Donc, ça fait partie de notre éducation. Et encore, il faut que l'éducation s'élargisse vers nos parlements, les gens de gouvernement, qu'ils doivent avoir conscience et ainsi que confiance de thématiques, la souveraineté digitale. Parce que pour moi, une souveraineté digitale est égale aujourd'hui à la souveraineté territoriale et à la souveraineté nationale. Et merci infiniment. Ou Inch'Allah, Ramadan comme Mabrouk. Merci. Merci beaucoup, Madame Majouini. Donc, un dernier mot, Madame Ilham Farissi. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les intervenants, c'était très intéressant. Pour moi, je pense que les LLM sont un double tranchant. C'est vrai que les LLM aident à améliorer, à automatiser des tâches, mais par conséquent, ces modèles pourraient être utilisés pour créer, par exemple, des assistants virtuels et des chatbots éducatifs et interactifs, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou autre. Mais sans oublier, par exemple, l'expérience que nous avons déjà vécue lors du confinement, avec laquelle l'éducation en ligne est devenue plus importante que jamais. Et avec le potentiel de ces modèles, je pense qu'ils pourraient améliorer considérablement cette expérience. Mais à mon avis, il ne faut pas oublier que la qualité du cours, et je reviens à l'aspect technique, donc, il ne faut pas oublier que la qualité des cours, par exemple, des réponses qui se génèrent d'une façon automatique, dépendent essentiellement des données utilisées et fournies à ces modèles durant la phase d'apprentissage. Et ces données sont d'Internet. Donc, pour moi, l'intervention et la vérification humaine est indispensable. Et comme a dit M. Omari Alaoui, le chat GPT, c'est un assistant. Il faut que l'homme reste au centre. Et merci, madame. Merci à vous tous. Merci. Donc, on va rester sur cette belle tonalité. L'homme doit rester au centre. Donc, c'est d'ailleurs le slogan de la Maison de l'intelligence artificielle. Donc, au nom de son équipe, je vous remercie d'avoir accepté de contribuer à l'animation de ce panel et de donner vos points de vue. Certainement, le débat ne fait que commencer et on a besoin de beaucoup plus de temps pour alimenter la réflexion. Donc, certainement qu'on vous réinvitera pour d'autres sessions. Et donc, merci encore à tout le monde et je cède la parole, je pense, à la modératrice de l'ensemble des panels. Donc, Madame Lamia Jmoula, et je vous remercie. Merci, Madame Saïda, et merci à tous les intervenants de ce panel qui s'accordent sur le fait que ChatGPT et l'intelligence artificielle plus largement est une réalité dont on ne peut pas passer à côté. Et bien que l'éducation et l'enseignement ne fassent pas partie des professions qui risquent d'être remplacées par l'intelligence artificielle, parce que l'éducation est avant tout un acte social et émotionnel, un acte social qui repose sur le relationnel et l'émotionnel, chose qui manque cruellement à l'IA. Par ailleurs, le rôle du personnel enseignant doit être évolué, est appelé à se transformer et il sera appelé de plus en plus à jouer un rôle de conseiller, de guide et d'accompagnateur. Une autre idée sur laquelle ils ont insisté les intervenants, c'est que l'idée, ce n'est pas de stopper ou freiner l'innovation et la technologie, mais plutôt de penser à une forme de collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, tout en respectant les principes éthiques. Alors, après l'éducation, on va passer à notre... Oui,